Dans un monde où richesse et pouvoir vont souvent de pair, la mort tragique et mystérieuse de certains milliardaires nous a toujours laissé plus de questions que de réponses. Des accidents d'avion aux empoisonnements, des assassinats aux accidents, ces incidents n'arrivent peut-être pas par hasard ou sans crier gare, mais constituent plutôt une série d'événements qui enflammeront votre curiosité et vous pousseront à vous interroger sur la mince frontière qui sépare la fortune du destin. Rejoignez-nous pour un voyage sans précédent à la découverte de 8 morts suspectes de milliardaires qui ont choqué le monde entier. Vyacheslav Taran. Vyacheslav Taran était un entrepreneur russe spécialisé dans la fintech et cofondateur du groupe Libertex, une plateforme de change et de crypto-échange de premier plan. Il était également l'une des personnes les plus riches du monde, avec une valeur nette de plus de 20,2 milliards de dollars. Mais le 25 novembre 2022, il a connu une fin tragique et mystérieuse lorsque son hélicoptère s'est écrasé près de la frontière franco-italienne, le tuant ainsi que son pilote. Né à Vladivostok, en Russie, en 1969, Vyacheslav Taran est issu d'un milieu modeste. Il a travaillé comme ingénieur radio avant de se lancer dans l'industrie financière. En 1997, il a cofondé Forex Club, une plateforme d'échange de devises qui est devenue l'une des 3 premières bourses de Russie. Il a également fondé Libertex Group en 2012, qui s'est développé sur le marché des crypto-monnaies et a opéré dans plus de 100 pays. En outre, Taran a participé à plusieurs sociétés d'investissement et d'immobilier, telles que le portefeuille YouHodler et la carte et l'application Wirex. Taran n'était pas étranger à l'amour puisqu'il était marié à Olga Taran, fondatrice du magazine Hello Monaco, et qu'il avait 3 enfants. Il vivait à Monaco depuis plusieurs années et menait un train de vie somptueux. Il était connu pour sa philanthropie et soutenait diverses causes, telles que l'éducation, la santé et le sport. En ce jour fatidique du 25 novembre 2022, l'oligarque russe de 53 ans se rendait de Lausanne, Suisse, à Monaco, via la France, à bord d'un hélicoptère Airbus H130. Il était le seul passager à bord, accompagné d'un pilote français de 35 ans qui avait des années d'expérience. L'hélicoptère a décollé de Lausanne et devait atterrir à Monaco. Malheureusement, il n'est jamais arrivé à destination. Vers 13h, l'hélicoptère s'est écrasé sur une colline près de Villefranche-sur-Mer, une ville de la Côte d'Azur. Taran et le pilote ont été tués sur le coup. Bien que les causes de l'accident fassent toujours l'objet d'une enquête par les autorités françaises, l'un des faits les plus intrigants de l'accident est que Taran devait avoir un autre passager à bord, mais que celui-ci a annulé le voyage à la dernière minute. Selon France Bleu, une station de radio locale, le second passager avait réservé sa place à bord de l'hélicoptère par l'intermédiaire d'une société de charter, mais son identité et ses motivations ne sont pas connues. Un autre détail curieux est que Taran avait de nombreux ennemis en Russie qui auraient pu vouloir sa mort. De plus, selon Live.ru, commun un média pro-Kremlin, Taran avait été accusé d'avoir escroqué des investisseurs et des clients par le biais de sa plateforme Forex Club, à laquelle la Banque centrale russe a retiré sa licence en 2018. L'organe de presse a affirmé que Taran s'était réfugié à Monaco pour éviter les poursuites et qu'il avait reçu des menaces de la part de ses anciens partenaires et rivaux. Bien qu'il ait cessé ses activités en Russie, Forex Club continue de fonctionner dans plus de 100 pays. Selon d'autres rapports, les conditions météorologiques étaient bonnes et il n'y avait aucun signe de problème technique ou de signaux de détresse en provenance de l'hélicoptère. Toutes ces observations laissent donc en suspens certains aspects de l'accident qui soulèvent des spéculations sur un éventuel acte criminel. Il est intéressant de noter que le procureur adjoint de Nice, après s'être rendu sur les lieux, a déclaré que la possibilité d'une implication d'un tiers ne pouvait être écartée. Par ailleurs, l'agence de presse ukrainienne Unian a affirmé, sans fournir de preuves étayées, que Taran était un riche entrepreneur en crypto-monnaie, possiblement associé au service de renseignement extérieur russe. L'Unian a allégué ses liens avec l'agence d'espionnage étranger SVR et est allé plus loin en l'accusant d'orchestrer le blanchiment de fonds russes par le biais d'un réseau de transactions en crypto-monnaie. Une allégation que l'épouse du défunt, Olga, a réfutée avec véhémence, les décrivant comme des mensonges sans fondement. En fait, le canal Telegram pro-guerre, Mara Bashirov, a suggéré que la mort de Vyacheslav aurait pu faire partie d'une opération de nettoyage. Par ailleurs, personne ne peut s'empêcher de remarquer que la mort de Taran est la dernière d'une série de décès soudains et mystérieux de personnalités du monde de la cryptographie dans le monde entier. Alors, s'agit-il d'un accident ou d'un assassinat? Qui était derrière tout cela et pourquoi? Et quel secret a-t-il emporté avec lui dans la tombe? Ce ne sont là que quelques-uns des mystères qui entourent la mort de ce milliardaire et qui ne trouveront peut-être jamais de réponse. Tian Kullander. Tian Kullander était un jeune entrepreneur suédois-chinois prospère qui a cofondé Amber Group, une société leader dans le domaine des actifs numériques. Il était également connu pour être un pionnier du secteur de la crypto-défense. Tian Kullander, surnommé TT, est né le 14 juillet 1992 à Pékin, en Chine.
Ses parents étaient tous deux ichtyologues, c'est-à-dire spécialistes des poissons, et travaillaient au musée suédois d'histoire naturelle. En 1994, il s'est installé avec sa famille à Stockholm, en Suède, où il a fréquenté Enskilda Gymnasiet, une prestigieuse école privée. Kullander a très tôt manifesté un intérêt et un talent pour la finance et les mathématiques et a participé à divers concours et activités dans ces domaines. Il a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en 2010 et s'est inscrit à l'université de Durham au Royaume-Uni, où il a étudié la finance et obtenu un diplôme avec mention très bien en 2013. Pendant ses études à Durham, il a été président de la Durham University Finance Society et a reçu plusieurs prix et bourses pour son excellence académique. Après avoir obtenu son diplôme à Durham, M. Kullander a commencé sa carrière en tant que trader de crédit dans la division des revenus fixes de Morgan Stanley à Hong Kong. Il a également effectué des stages chez Jefferies et Goldman Sachs à Londres, respectivement en 2011 et 2012. Il a rapidement gravi les échelons et est devenu l'un des plus performants dans son domaine. En 2018, Kullander a quitté Morgan Stanley et a cofondé Amber Group avec un groupe d'anciens collègues et amis. Amber Group est une société d'actifs numériques qui fournit des services de négociation, de produits et d'infrastructures à divers clients, notamment des émetteurs de jetons, des banques, des entreprises de fintech, des équipes sportives, des développeurs de jeux, des marques et des créateurs. L'entreprise s'appuie sur une technologie de pointe et une expertise approfondie du marché pour offrir des solutions innovantes à l'industrie cryptographique. Sous la direction de Kullander, Amber Group a connu une croissance rapide et un succès remarquable. Au début de l'année 2022, l'entreprise a levé 200 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série B mené par Temasek, Tiger Global Management et Coinbase Ventures, entre autres, CE qui la valorise à 3 milliards de dollars. En novembre 2022, juste avant le décès de l'entrepreneur, l'entreprise aurait également levé 100 millions de dollars supplémentaires à un prix plus élevé. Kullander était largement reconnu comme un pionnier et un leader d'opinion dans l'industrie de la cryptographie. Il avait une connaissance approfondie des dynamiques et des tendances du marché et était toujours prêt à collaborer et à aider les autres. Il a participé à de nombreux projets, communautés et initiatives visant à faire progresser l'adoption et l'innovation dans le domaine des crypto-monnaies. Il a également siégé au conseil d'administration de Fnatic, l'une des organisations d'e-sport les plus prospères au monde, et a fondé KeeperDAO, le premier souscripteur de liquidités sur la chaîne. En fait, en 2019, juste à l'âge de 27 ans, Kullander a été répertorié dans le Forbes 30 Under 30 qui reconnaît les entrepreneurs émergents et les leaders les plus talentueux pour ses réalisations professionnelles. Il a également été présenté dans de nombreux médias et événements en tant que figure influente dans l'espace crypto. Bien que la valeur nette de Kullander ne soit pas publiquement connue, elle est estimée à plusieurs centaines de millions de dollars. En outre, en tant que cofondateur d'Amber Group, il détenait une participation importante dans la société qui était évaluée à 3 milliards de dollars en 2021. Il a également investi dans de nombreux autres projets et actifs cryptographiques qui se sont appréciés au fil du temps. Cependant, dans une tournure choquante des événements, Kullander est mort dans son sommeil le 23 novembre 2022. Son décès a été confirmé par Amber Group sur son site web. Bien que la cause de sa mort n'ait pas été officiellement révélée ou confirmée par des autorités ou des sources, les circonstances entourant le décès du magnat des affaires ont donné lieu à une multitude de spéculations et de rumeurs. D'autant plus que sa mort survient 2 jours seulement avant celle du crypto-milliardaire russe Vyacheslav Taran, décédé dans un accident d'hélicoptère. Tout d'abord, certains pensent que M. Kullander a succombé à des causes naturelles, telles qu'une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral provoqué par les pressions exercées par son travail ou par des facteurs de santé potentiellement héréditaires. Cependant, il était réputé pour son excellente santé, ce qui rend statistiquement assez rare sa mort pendant son sommeil à l'âge de 30 ans. Ce récit est également considéré comme une sorte de dissimulation de la part de ces assassins pour faire croire à une mort naturelle. Une notion plus troublante, en fait, suggère un acte criminel, proposant que Kullander ait connu une fin prématurée aux mains de quelqu'un ayant un motif ou une rancune, surtout si l'on considère le moment de sa mort, peu après avoir obtenu un financement substantiel pour le groupe Amber. N'oublions pas non plus que sa société vient d'être évaluée à 3 milliards de dollars. Enfin, l'hypothèse la plus intrigante tourne peut-être autour de la conspiration, avec des affirmations selon lesquelles Kullander aurait été réduit au silence ou ciblé par des entités puissantes connues sous le nom de Big Brother, qui cherchaient à entraver ses entreprises. Cependant, aussi intéressantes que soient ces théories, aucune d'entre elles n'a été vérifiée ou étayée par des preuves ou des témoins. La famille et les amis de Kullander n'ont pas non plus commenté sa mort ou les rumeurs qui l'entourent. Alors qu'une enquête sur sa mort est toujours en cours, certains pensent que la vérité ne sera peut-être jamais révélée. Quoi qu'il en soit, il ne reste plus qu'à croiser les doigts. Nikolai Arkadievitch Mouchegian.
Nikolai Arkadievitch Mouchegian était un jeune et brillant développeur de crypto-monnaies qui a cofondé le DAI Stablecoin, une monnaie numérique qui vise à maintenir une valeur stable sans dépendre d'une autorité centrale. Il était également un généreux donateur pour son alma mater, l'université Carnegie Mellon, où il a obtenu un diplôme en informatique en 2014. Selon certaines estimations, sa fortune s'élevait à plus de 5 millions de dollars au moment de sa mort. Il s'est installé à San Juan, à Porto Rico, en 2021, en vertu d'un décret Acte 60, qui accorde des incitations fiscales aux investisseurs qui s'installent sur l'île. Mouchegian possédait 2 propriétés, l'une en Floride et l'autre à Porto Rico. Sa maison en Floride, située dans la région de Fort Lauderdale, a été achetée en 2017, à l'âge de 24 ans, pour 415 000 dollars. Nichée dans un cul-de-sac tranquille, cette résidence sans prétention comptait 2 chambres à coucher, 2 salles de bain et plus de 1500 pieds carrés d'espace habitable. Une pittoresque piscine d'eau salée agrémente l'arrière-cour, accompagnée d'une cuisine récemment rénovée et ornée de comptoirs en granit. Une cuisine invitante, équipée d'un grill, complète également la scène, tout en offrant des vues panoramiques à couper le souffle sur le front de lac serein. N'oublions pas la chambre principale, véritable havre de modernité, dotée d'un éclairage LED et d'un agencement de placards sur mesure. Pour ne rien gâcher, le quartier lui-même dispose d'un parc pour chiens et d'un réseau de sentiers de jogging pittoresque. Sa maison à Porto Rico, quant à elle, était située dans le quartier Condado de San Juan et valait la somme astronomique de 6 millions de dollars. Mouchegian était également un amateur de voitures, puisqu'il possédait une grande collection de voitures de luxe à son domicile. Outre son affinité pour le luxe, Mouchegian avait une passion inébranlable pour les crypto-monnaies et la technologie blockchain, plaçant fermement sa foi dans le potentiel de transformation de la décentralisation et de l'innovation. Son engagement actif s'est étendu à de nombreuses entreprises de crypto-monnaies, dont MakerDAO, la plus grande finance décentralisée, plus connue sous le nom de protocole DeFi, et le stablecoin DAI, entre autres. En fait, au sein de la communauté des crypto-monnaies, il a acquis la réputation estimée d'être à la fois une figure pionnière et un visionnaire, laissant une marque indélébile sur le paysage en constante évolution des crypto-monnaies. Il va sans dire que M. Mouchegian a joué un rôle essentiel dans le développement des systèmes de stablecoin qui sont des monnaies dépourvues de soutien gouvernemental. Cependant, Mouchegian a quitté MakerDAO en 2018. Son départ aurait été motivé par son mécontentement face à l'apparent éloignement du projet de son engagement initial en faveur de la décentralisation et de sa position contre le gouvernement et les systèmes financiers traditionnels. Après son départ de MakerDAO, Mouchegian a créé RICO, une stablecoin décentralisée destinée à succéder à DAI, la stablecoin de MakerDAO. En outre, il a cofondé le teneur de marché automatisé Balancé et a joué un rôle essentiel dans le développement du RAI de Reflexer, une stablecoin adossée à l'Ether et dérivée du modèle DAI. Toutefois, avant sa mort, M. Mouchegian s'est montré de plus en plus inquiet de la perception qu'avait le gouvernement américain des crypto-monnaies, qu'il considérait comme un défi potentiel pour le système bancaire central en vigueur. Plus important encore, il s'inquiétait de plus en plus de la possibilité de plans d'assassinat. Malheureusement, le 28 octobre 2022, Nikolai Mouchegian a été retrouvé mort sur une plage de Porto Rico après avoir quitté sa maison de 6 millions de dollars pour aller se promener. Bien que la cause officielle du décès soit la noyade, car aucune preuve d'acte criminel n'a été trouvée, et bien qu'il ait été confirmé qu'il souffrait d'une petite lacération au crâne, il y a quelques circonstances suspectes autour de sa mort. D'une part, il avait tweeté quelques jours avant sa mort qu'il enquêtait sur un réseau pédophile VIP et qu'il avait des preuves pour le dénoncer. Il a également déclaré qu'il avait reçu des menaces de mort et qu'il craignait pour sa sécurité. Son dernier tweet, posté quelques heures seulement après avoir tweeté que les agences de renseignement allaient l'assassiner, se lisait comme suit: CIA and Mossad and Pedophile Network. La CIA, le Mossad et l'élite pédophile dirigent une sorte de réseau de chantage au trafic sexuel à partir de Porto Rico et des îles des Caraïbes. Ils vont me piéger avec un ordinateur portable installé par mon ex-femme qui était une espionne. Ils vont me torturer à mort. En conséquence, la nouvelle du décès du développeur de crypto-monnaies, juste après son dernier tweet énigmatique, associé à une série d'autres messages énigmatiques faisant référence à une lutte contre des individus qui, selon lui, faisaient partie du cartel des banques centrales, utilisant des tactiques telles que la dette et le chantage comme arsenal, a donné lieu à un réseau de théories conspirationnistes, à la fois sur Internet et au sein de la communauté étroitement liée des crypto-monnaies à Porto Rico. Autre détail étrange, la plage où il a été trouvé, connue sous le nom d'Ocean Park, est réputée pour ses fortes marées et ses courants dangereux. Ce n'est pas un endroit très prisé pour la baignade ou le surf, et des panneaux avertissent les visiteurs des risques encourus. Il a également été retrouvé vêtu de ses vêtements et avait encore son portefeuille sur lui. Certains proches collaborateurs de Mouchegian affirment qu'il souffrait de crises extrêmes de paranoïa et de problèmes mentaux, et qu'il avait même consulté un psychiatre à un moment donné.
Cependant, d'autres sources, dont sa famille, estiment que la noyade n'est pas accidentelle ou due à un acte criminel extérieur. Ils pensent qu'il pourrait s'agir d'un acte auto-infligé, car le défunt était dans une sorte de spirale descendante. Barry Sherman. Bernard Sherman était un milliardaire canadien qui a fondé Apotex, la plus grande entreprise de médicaments génériques du pays. Lui et sa femme Honey étaient également connus pour leur philanthropie, soutenant diverses causes dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la culture. Barry Sherman est né à Toronto en 1942 dans une famille juive. Son père est décédé lorsqu'il avait 10 ans et il a acheté la société pharmaceutique de son oncle, Empire Laboratories, à l'âge de 25 ans. Il vend Empire en 1972 et utilise le produit de la vente pour créer Apotex en 1974. Apotex est devenu un leader mondial des médicaments génériques, produisant plus de 260 produits et exportant dans plus de 115 pays. Le chiffre d'affaires s'élève à environ 1,5 milliard de dollars par an et l'entreprise emploie plus de 11 000 personnes. Sherman était connu pour ses stratégies commerciales agressives et innovantes, ainsi que pour ses batailles juridiques avec ses concurrents et les autorités de réglementation. Selon Forbes, il a amassé une fortune de 3,2 milliards de dollars au moment de sa mort, ce qui fait de lui le 12e homme le plus riche du Canada. En fait, dans une autre publication connue sous le nom de Canadian Business, l'entrepreneur pharmaceutique vaudrait environ 4,77 milliards de dollars canadiens, CE qui équivaut à plus de 3,5 milliards de dollars. Selon ce rapport, il était la 15e personne la plus riche du Canada. Mais qu'il soit le 12e ou le 15e homme le plus riche du Canada, il va sans dire que Barry Sherman a été un homme d'affaires très prospère. En ce qui concerne son épouse, Honey Sherman est née à Toronto en 1947 de survivants polonais de l'Holocauste. Elle a rencontré Barry à l'Université de Toronto et l'a épousé en 1971. Ils ont eu 4 enfants ensemble, Jonathan, Lauren, Alexandra et Kaylen. Honey était une figure éminente de la communauté juive canadienne et une généreuse donatrice pour de nombreuses organisations caritatives et institutions. Sherman, avec son épouse, a versé la somme sans précédent de 50 millions de dollars à l'United Jewish Appeal et à diverses organisations caritatives juives, un acte de générosité alors qu'il s'identifiait comme athée. En outre, la fondation Apotex a étendu son champ d'action philanthropique en fournissant des médicaments d'une valeur de plus de 50 millions de dollars à des régions sinistrées depuis 2007. Les Sherman vivaient dans un somptueux manoir situé sur Old Colony Road à North York, dans la banlieue de Toronto. La maison a également été mise en vente pour 5,4 millions de dollars alors qu'ils prévoyaient de construire la maison de leurs rêves dans le quartier serein de Forest Hill. Il est intéressant de noter que Honey avait des plans pour une nouvelle propriété familiale dont le budget était estimé à 30 millions de dollars. La nouvelle maison devait comporter une piscine centrale ornée d'un puits de lumière rétractable et des logements pour le personnel de maison. Mais le destin en a voulu autrement et les Sherman n'ont jamais eu l'occasion d'en faire leur maison. Tragiquement, le 15 décembre 2017, ils ont été retrouvés morts dans la piscine du sous-sol de leur maison par des agents immobiliers qui faisaient visiter la propriété à des acheteurs potentiels. Les agents avaient également été introduits par le personnel de nettoyage qui avait pénétré dans les locaux à l'aide d'une boîte à clés nouvellement installée. Leurs corps étaient assis côte à côte, avec des ceintures de cuir enroulées autour de leur cou et attachées à la rambarde de la piscine. Barry, 75 ans, a été retrouvé assis sur le bord de la piscine, les jambes croisées, tandis que Honey, 70 ans, gisait sur le côté, le visage couvert d'ecchymoses. Leurs mouvements de bras étaient également limités par des manteaux drapés sur leurs épaules. Tous deux étaient entièrement vêtus et se trouvaient face à l'eau. La cause du décès a été déterminée comme étant une compression du cou par ligature, un type de strangulation, et une seconde autopsie a également confirmé que la cause du décès du couple était un homicide. Outre la police qui a travaillé sans relâche pour résoudre l'affaire, la famille Sherman a également engagé sa propre équipe d'enquêteurs privés pour mener une enquête parallèle sur les meurtres. Cependant, à la fin de l'année 2019, les enquêteurs privés de la famille ont mis fin à leur enquête. Les meurtres des Sherman ont suscité un vif intérêt de la part du public et des médias au Canada et à l'étranger. De nombreuses questions restent sans réponse quant à l'identité du meurtrier et à ses motivations. Les spéculations abondent également sur le fait que les meurtres pourraient avoir été motivés par des rivalités commerciales ou des vendettas personnels. La famille a offert une récompense pouvant aller jusqu'à 35 millions de dollars pour toute information conduisant à l'arrestation et à la condamnation des auteurs. En 2019, 2 ans après le meurtre du couple, la police a affirmé avoir une théorie de travail sur l'affaire et une idée de ce qui s'est passé, mais elle n'a encore révélé aucun détail ni procédé à aucune arrestation. Et bien que l'affaire soit toujours en cours, en 2022, la police a toutefois estimé que l'affaire était close. Dmitry Zelenov. Dmitry Zelenov
était un magnat de l'immobilier russe qui est mort dans des circonstances mystérieuses en décembre 2022. Il a été l'un des plus jeunes milliardaires de Russie, mais sa fortune a diminué après la crise financière mondiale de 2008. Et, tout comme les précédents milliardaires de cette liste, sa mort a suscité des spéculations et des controverses, car il était l'un des nombreux oligarques russes à avoir connu une fin prématurée ces dernières années. Selon le journal français Var Matin, M. Zelenov est décédé à l'âge de 50 ans, après avoir dégringolé d'un escalier le 9 décembre 2022. Il dînait avec des amis dans une villa d'Antibes, une ville côtière de France, lorsqu'il a soudain été pris d'un malaise et a dégringolé d'un escalier. Il a subi de graves blessures à la tête et a été transporté d'urgence à l'hôpital Pasteur de Nice, où il a subi une opération vasculaire pour des problèmes cardiaques non spécifiés. Cependant, il a succombé à ses blessures le 10 décembre 2022. Dimitri Zelenov est né à Moscou en 1972. Diplômé de l'université de Stony Brook, il a commencé sa carrière dans l'une des banques russes. Il s'est ensuite orienté vers le développement immobilier et a cofondé Donstroy en 1994. Donstroy est devenu l'un des principaux promoteurs de Moscou, construisant des projets résidentiels et commerciaux haut de gamme, tels que la tour Triumph Palace. Le Triumph Palace, un gratte-ciel de 61 étages situé à Moscou, était l'immeuble d'appartements le plus haut d'Europe lors de son ouverture en 2003. La valeur nette de Zelenov a fluctué au fil du temps en raison de la volatilité de l'économie et de la politique russe. En 2008, il est entré dans la liste Forbes avec une valeur nette de 1,4 milliard de dollars à l'âge de 36 ans. Cependant, après la crise financière mondiale, il a perdu la majeure partie de sa fortune et a disparu de la liste. La mort de l'oligarque a suscité l'inquiétude pour des raisons évidentes. Au moment de sa mort, il était le dernier d'une série de chefs d'entreprise et d'oligarques russes des secteurs du pétrole, du gaz, de la technologie et de la finance à mourir dans des circonstances mystérieuses. En septembre 2022, Ravil Maganov, président de la compagnie pétrolière Lukoil, est mort après être tombé d'une fenêtre de l'hôpital, dégringolant de 6 étages jusqu'au sol. La société de Maganov s'était opposée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un point commun avec Zelenov, qui s'était lui aussi ouvertement opposé à l'attaque. La chaîne Telegram anti-Kremlin, Général SVR, a affirmé que la mort soudaine de Maganov avait été orchestrée sur ordre de Poutine lui-même. Les rapports indiquent que l'épouse de Maganov était présente dans la pièce adjacente au moment de son décès et, fait suspect, aucune caméra de vidéosurveillance n'était dirigée vers l'endroit où l'incident s'est produit. De plus, des sources policières ont révélé qu'aucune lettre de suicide n'a été trouvée sur les lieux. En novembre 2022, Viktor Cherkessov, un allié de longue date du président russe Vladimir Poutine, devenu par la suite un critique virulent, est décédé à l'âge de 72 ans. Cherkessov était un ancien chef du service national de contrôle des drogues et un envoyé présidentiel dans le district fédéral du Nord-Ouest. Anatoly Gerashchenko, ancien directeur de l'Institut d'aviation de Moscou, est également décédé après avoir fait une chute mystérieuse d'une grande hauteur en décembre 2022. Le service de presse de l'Institut a qualifié sa mort d'accident. Malgré l'absence de tout soupçon d'acte criminel, les autorités françaises continuent d'enquêter sur la mort prématurée de Zelenov, qui laisse perplexe. En outre, bien qu'aucune preuve ne suggère que les décès de ces hommes d'affaires éminents soient liés, le public ne peut s'empêcher de remarquer l'étrangeté de la situation. À l'âge de 50 ans seulement, le défunt promoteur immobilier a laissé derrière lui une femme et 4 enfants. Cependant, en l'absence de testament ou de plan successoral pour répartir ses biens, les tensions se sont aggravées, entraînant une discorde au sein de la famille qui s'engage dans une bataille juridique au sujet des richesses considérables qu'il a laissées derrière lui. Ivan Pechorin. Tout comme Dmitri Zelenov et Vyacheslav Taran, Ivan Pechorin est un autre oligarque russe dont la mort a suscité des interrogations. Pechorin était un éminent dirigeant russe chargé de développer l'Extrême-Orient et les régions arctiques de la Russie. Il avait été nommé par le président Vladimir Poutine lui-même pour diriger l'industrie aéronautique de la corporation pour le développement de l'Extrême-Orient et de l'Arctique, également connue sous le nom de KRDV. Cette société appartient au gouvernement russe et a pour mission de mener des initiatives de développement des ressources dans les régions de l'Extrême-Orient et de l'Arctique. Le rôle supposé de Pechorin consistait à améliorer l'infrastructure de l'aviation en Extrême-Orient, notamment en modernisant les installations aéroportuaires et en construisant de nouvelles pistes d'atterrissage, entre autres responsabilités. Pechorin était considéré comme un allié de Poutine et un serviteur loyal de l'État. Cependant, sa vie et sa carrière ont pris fin brutalement lorsque son corps a été retrouvé sur le rivage, à une centaine de kilomètres de Vladivostok, dans l'extrême-orient russe, le 12 septembre 2022. L'explication donnée est que le cadre russe est tombé d'un bateau 2 jours plus tôt et s'est noyé dans la mer du Japon, près de Vladivostok. Une mission de recherche a dû être lancée et a duré 2 jours, jusqu'à ce que le corps sans vie de Pechorin soit découvert sur le rivage.
Un média russe, citant un témoin non identifié, a affirmé que M. Pécorin et les personnes qui l'accompagnaient sur le bateau étaient sous l'emprise de l'alcool au moment où il est tombé à l'eau. Il naviguait avec ses amis sur un bateau à moteur au large de l'île Ruski, une destination touristique populaire, lorsqu'il est soudainement tombé à l'eau du bateau qui filait à vive allure. Cela s'est produit quelques jours seulement après avoir participé au Forum économique oriental avec le président russe Vladimir Poutine. La mort de Pécorine s'inscrit également dans une tendance inquiétante de mort mystérieuse parmi les hommes d'affaires russes, en particulier ceux qui sont liés au secteur de l'énergie. En effet, Igor Nosov, directeur général de KVRD, ancien patron de Pécorine, a connu une fin prématurée le 8 février de la même année à l'âge de 43 ans, la cause officielle du décès étant déclarée comme étant un accident vasculaire cérébral. Entre janvier 2022 et la mort de Pécorine, au moins 9 cadres russes seraient morts par suicide ou dans des accidents inexpliqués. 6 d'entre eux étaient associés à Gazprom ou Lukoil, 2 des plus grandes compagnies pétrolières et gazières de Russie. Certains de ces décès sont survenus peu avant ou après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a suscité une condamnation et des sanctions internationales. Certains analystes pensent également que ces décès sont liés à la guerre, soit en raison de luttes de pouvoir interne au Kremlin, soit pour faire taire les voix dissidentes. Ivan Pécorine est né en 1983 et était âgé de 39 ans au moment de sa mort. Il est également le deuxième dirigeant de KRDV à décéder de manière inattendue en 2022. Alexander Tyulakov. Alexander Tyulakov était un homme d'affaires russe et un cadre supérieur de Gazprom, le géant public de l'énergie et l'une des plus grandes entreprises au monde. Il est également un autre oligarque russe, décédé dans des circonstances étranges. Monsieur Tyulakov était directeur général adjoint du Centre de réglementation unifié de Gazprom ERC, également connu sous le nom d'UCC, pour la sécurité de l'entreprise. Avant de prendre ses fonctions à Gazprom ERC en mars 2014, M. Tyulakov était directeur général adjoint de la sécurité d'entreprise et des ressources humaines à Gazprom Transgaz Saint-Pétersbourg. Il s'agissait d'une filiale de Gazprom qui se consacrait entièrement à l'exportation et au transport de carburant vers 9 régions de Russie. Malheureusement, le corps de Tyulakov a été découvert dans le village huppé de Leninskoye, dans le district de Vyborg, dans la région de Leningrad, le 25 février 2022. Selon certaines informations, les forces de l'ordre russe l'ont trouvé pendu dans le garage, accompagné d'une lettre d'adieu. La cause de la mort a été écartée comme étant un suicide. Alors que la police, en collaboration avec le comité d'enquête de la région de Leningrad, est immédiatement entrée en action pour enquêter sur les circonstances du décès, Gazprom ERC n'a pas encore commenté l'incident. Par ailleurs, Novaya Gazeta, un journal russe, a cité un initié anonyme des forces de l'ordre qui a révélé que l'équipe de sécurité interne de Gazprom était arrivée sur les lieux du suicide en même temps que la police, lançant son enquête indépendante sur l'incident. Fait suspect, la mort de M. Tyulakov est survenue juste un jour après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Certains ont émis l'hypothèse que la mort de M. Tyulakov pourrait être liée au conflit, car il était impliqué dans la gestion des approvisionnements en gaz de Gazprom vers l'Europe, qui était menacée par la guerre. Certaines sources ont également suggéré qu'il y avait des signes d'actes criminels dans la mort de Tyulakov. Selon certaines sources, Tyulakov, qui est décédé à l'âge de 61 ans, avait été violemment battu peu de temps avant de mettre fin à ses jours. Pour ajouter à la bizarrerie de cette tragédie, la mort suspecte de Leonid Shulman est survenue à peine un mois avant celle de Tyulakov. Les 2 décès ont eu lieu dans le même village. Leonid Shulman était le chef du service des transports de Gazprom Invest, qui gère des projets d'investissement pour le géant gazier Gazprom. Il a été retrouvé mort le 30 janvier dans la salle de bain d'une maison située dans le district de Vyborgsky, au nord de Saint-Pétersbourg. C'est ce qui s'est passé. Le cadre supérieur de Gazprom, âgé de 60 ans, a été retrouvé les poignets tailladés. Selon les rapports de police, une prétendue lettre de suicide a été découverte à côté de son corps sans vie, dans laquelle il décrivait ses difficultés à la suite d'une blessure à la jambe, une affection qui, selon Gazprom, avait motivé sa mise en congé. Toutefois, cette version a été remise en question à la suite d'affirmations du groupe de réflexion Warsaw Institute. Selon CE dernier, M. Shulman, qui dirigeait auparavant le service de transport de Gazprom Invest, pourrait avoir été mêlé à une éventuelle enquête sur la corruption au sein du géant gazier russe. En outre, lors de la modernisation de la flotte de véhicules de Gazprom, les unités de sécurité de l'entreprise ont ouvert une enquête sur la fraude présumée impliquant M. Shulman. N'oublions pas non plus de mentionner la mort du patron du groupe Wagner, Yevgeny Prigojine, et de 9 autres membres importants du groupe qui ont été tués dans un accident d'avion lors d'un volume entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Ancien allié indéfectible du président russe Vladimir Poutine,
Prigojine a vu sa position évoluer vers une remise en cause potentielle de la position politique de M. Poutine lorsque ses sous-traitants militaires privés ont occupé la ville russe de Rostov-sur-le-Don et se sont inquiétés de la possibilité d'avancer vers Moscou en juin 2023. La situation a finalement été désamorcée grâce à une négociation négociée par le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Néanmoins, cet épisode a jeté une ombre sur l'image d'indéfectibilité de Poutine. Dans l'ensemble, le phénomène des morts suspectes d'hommes d'affaires et d'oligarques russes a été qualifié de syndrome de la mort subite des Russes ou de syndrome de la mort subite des oligarques par certains médias et commentateurs. Certains ont suggéré que ces décès avaient été orchestrés par le Kremlin ou ses agents, afin d'éliminer des rivaux potentiels, des dissidents ou des dénonciateurs, ou de mettre en garde d'autres personnes susceptibles de contester l'autorité ou les intérêts de M. Poutine. Toutefois, d'autres ont également affirmé que les décès n'étaient pas nécessairement liés et que certains d'entre eux auraient pu être de véritables suicides, accidents ou meurtres commis par des clans influents concurrents sans qu'il y ait eu d'efforts centralisés de la part du Kremlin. Ils ont également fait remarquer que le taux de suicide en Russie est le 3e plus élevé au monde et que les milieux d'affaires russes pourraient être soumis à une forte pression en raison de la guerre en Ukraine et des sanctions internationales. Néanmoins, dans tous les CA, de nombreux soupçons pèsent sur la possibilité que les décès aient été maquillés en suicide. Il est également possible que des personnes de haut rang ayant des liens avec le Kremlin tentent actuellement de dissimuler des preuves de fraude au sein d'entreprises publiques. Mais la question reste entière. Qu'est-ce qui a causé la mort soudaine de ces milliardaires et oligarques russes? Et surtout, s'ils ont vraiment été assassinés lors d'une opération de nettoyage qui a donné l'ordre de les tuer? Laquelle de ces morts de milliardaires russes vous semble la plus suspecte? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Pour d'autres vidéos captivantes comme celle-ci, cliquez sur l'une des cartes actuellement affichées sur votre écran.